de sensibilisation aussi pour tous les étudiants, tous les universitaires et tous ceux qui sont concernés par le sujet de l'énergie. Je pense que l'association, elle essaie de donner, avec tout le potentiel professionnel et universitaire, là, parmi les membres de notre association. Et du coup, on essaiera de vous donner les informations nécessaires concernant les thématiques d'actualité sur tout ce qui est énergie renouvelable et efficacité énergétique. Voilà. وأتمنى لكم الفائدة ويعطيكم الصحة مشكورين. Voilà, Alors, Madame Brilla, تفضلي. Merci beaucoup, Monsieur Hasmi. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire, Sahaf.com. Ce webinaire, il est organisé par l'association. Pardon? On va demander à Madame Bralé de lancer l'enregistrement. D'accord. Madame Bralé, s'il vous plaît, vous lancez l'enregistrement. Ok, vas-y. Madame. Oui. D'accord. Sahaf.com. Et bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'association ECA qui est dédié à la promotion des villes durables et de l'énergie renouvelable en Algérie. Je me présente, je suis Dr Degla Aïcha, chercheur au niveau du Centre de développement des énergies renouvelables, le CDR. J'appartiens à la division énergie solaire photovoltaïque et actuellement je suis chef d'équipe gestion et stockage de l'énergie, sachant que je suis électronicien de formation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui alors que nous explorons un sujet vital pour notre mission commune, c'est l'évaluation de la performance photovoltaïque et les moyens d'amélioration. Le webinaire d'aujourd'hui, il est dédié pour le public intéressé par les énergies renouvelables et en particulier par l'énergie solaire. Il est dédié pour les étudiants, pour les ingénieurs, pour les techniciens, pour les chercheurs, pour les professionnels de l'industrie solaire, pour les gestionnaires de parcs solaires et pour les consultants en énergie. Donc, voici un aperçu des points clés qui seront abordés au cours de ce webinaire. Le premier point met l'accent sur l'importance de l'évaluation de la performance des installations photovoltaïques, soulignant ainsi l'importance de comprendre comment nos systèmes fonctionnent réellement. Le deuxième point attire l'attention sur les défis potentiels en matière de performance, en particulier dans le contexte de la baisse de rendement des systèmes photovoltaïques, fournissant ainsi un aperçu des problèmes pratiques auxquels les participants peuvent être confrontés. Enfin, dans le troisième point, il sera consacré sur des solutions et des stratégies spécifiques pour améliorer la performance des installations photovoltaïques, mettant en lumière l'importance de l'adaptation aux conditions environnementales locales. Bon, avant de construire une centrale photovoltaïque, différentes études et analyses sont nécessaires. Le premier élément, il s'agit de collecter des données météorologiques précises, incluant la quantité du rayonnement solaire, la température, la vitesse du vent, etc. Le rayonnement solaire, comme vous le savez tous, c'est le plus grand facteur d'impact du développement photovoltaïque. Donc, la quantité sera en hausse ou en baisse proportionnellement à la quantité du rayonnement. Concernant la température, si elle augmente, la puissance des modules sera en baisse en raison de la baisse de la tension. Ensuite, pour le vent, un vent frais pour donner un impact sur les modules PV, la température et la ventilation. Mais ce qui est important, c'est la quantité du rayonnement solaire. Ensuite, l'étude sur le terrain. L'étude sur le terrain correspond à analyser le rayonnement et l'ombrage des alentours de la future centrale.
L'Algérie, notre pays, il dispose beaucoup de terrains désertiques, ce qui est avantageux de construire des centrales photovoltaïques. Dans l'aspect du rayonnement et de l'ombrage ne serait pas un obstacle, mais dans le cas général, si l'on construit une centrale, la question de l'ombrage environnant est un élément important à évaluer. La partie la plus touchée est celle des zones entre le sud et l'est ou le sud et l'ouest, car il existe des arbres et des collines, et celle des zones entre le sud et cela affectera le rayonnement solaire. Par contre, le plein sud n'est pas très affecté parce que l'attitude du soleil est élevée. Il serait influencé plutôt au lever et au coucher du soleil. Ensuite, un autre paramètre, c'est la topographie des zones environnantes. Là encore, l'Algérie est dans la plupart du temps épargnée grâce à la topographie pleine des zones désertiques et des terres vastes. Cependant, pour le cas général, nous trouvons souvent une pente lors de l'installation des équipements. Donc, lors de la présence d'une pente, la direction des panneaux peuvent se varier ou se pencher vers l'est ou l'ouest, c'est-à-dire selon la topographie. Dans ce contexte, l'ombrage peut survenir et être un obstacle. C'est pour ça qu'il faut vérifier la topographie des zones environnantes. Ensuite, il s'agit des équipements à examiner. Une fois qu'une centrale photovoltaïque s'installe, il peut y avoir d'autres installations sous l'impact. Donc, il faut étudier le reste. Encore les routes avoisinantes qui doivent pouvoir laisser entrer les matériaux, autrement dit, l'accessibilité est à examiner. Pour les équipements comme toutes les stations ou les poteaux, quand il s'agit d'une grande centrale, c'est-à-dire de 10 à 30 mégawatts, il nous faudra une sous-station à l'intérieur de l'installation, capable de relier le système d'alimentation. Et plus la distance est longue, plus la perte en électricité est importante. Donc, il faut étudier la distance prolongeable jusqu'à la sous-station la plus près. Après, on aura l'étude d'APS, qui est l'étude avant-projet sommaire. Il s'agit de savoir une estimation de la capacité de production à installer. Si on en a trouvé le terrain de l'installation, il faut examiner la capacité de production la plus optimale à installer. C'est-à-dire, si le maximum de panneaux, c'est-à-dire si l'on met le maximum de panneaux sans réfléchir, il risque de créer l'ombrage, ce qui réduira encore la quantité de production. Donc, on va effectuer une étude d'APS afin de mesurer la capacité de production photovoltaïque optimale pour le terrain prévu. Ensuite, l'analyse de la qualité et le temps de production. Une fois que les études nécessaires sont réalisées et confirmées, avec la visite du site et l'étude de l'APS, les données météo, on va mettre en œuvre une simulation. L'objectif est de calculer la quantité de génération à travers la simulation. Et une analyse, vers la fin, une analyse technico-économique qui va se procéder à la fin du projet pour voir la valeur économique de la centrale, et cet élément fait partie des critères de performance. Maintenant, voyons concrètement l'aspect du rayonnement solaire. L'image à droite, elle représente le rayonnement solaire. On voit que notre pays est très bien ensoleillé en raison de présence de désert. Plus la couleur est rouge, plus le rayonnement est important. Et on peut voir qu'il atteint 6,6 kWh par mètre carré, ce qui est très élevé. La valeur 6,6 correspond parfaitement à la centrale photovoltaïque. Et sur votre gauche, vous voyez la potentialité photovoltaïque. Cela signifie la possibilité potentielle maximale de production. Si vous voyez les deux images, vous allez remarquer qu'il existe une différence. La quantité de production photovoltaïque, elle est marquée élevée sur une image, mais elle est marquée relativement faible en jaune clair sur l'autre image. C'est-à-dire, sur la même latitude, on peut obtenir la quantité de production différente selon le climat. Quand on parle de l'étude sur le terrain d'une zone désertique, comme est mentionné sur la figure suivante. Comme vous le voyez, le terrain est complètement nu, sans aucun équipement installé. C'est un terrain parfait pour une centrale photovoltaïque. Il est évident qu'on aura besoin de matériel et de matériaux lourds
comme les panneaux photovoltaïques, les engins pour les travaux de génie civil, les routes doivent être bien accessibles et bien entretenues. Donc, pour faire une centrale photovoltaïque, il faut faire une étude concrète sur l'emplacement de la sous-station la plus optimale et sur sa capacité. Pour en savoir plus sur l'étude avant-projet, c'est l'étude APS, vous pouvez voir l'image en haut à gauche. Il s'agit d'un plan d'implantation des panneaux photovoltaïques. Donc, dans la conception, nous avons fait attention de maintenir une distance suffisante, évitant l'ombrage sur le site. Pour une centrale, par exemple, de 20 MW, les équipements comme les onduleurs, les boîtiers de transmission et de distribution se répartissent dans une distance proche de chacun de 5 MW. En haut à droite, il s'agit d'une linéaire des câbles représentant les deux salles électriques implémentées pour relier de l'électricité à la salle électrique principale. Le dessin en bas à droite représente également les deux salles électriques auxiliaires capables d'accueillir les boîtiers de transmission et de distribution. Et en haut à gauche, ce sont les deux salles électriques. Donc, l'élaboration de l'étude d'APS analyse plusieurs aspects, comme la ligne des câbles, l'aptitude de l'implantation, la capacité optimale. Une fois que la ligne et le schéma d'implantation sont terminés, nous allons réaliser un plan conceptionnel intégral avec le schéma de raccordement avec le diagramme à ligne unique. Voici un exemple de simulation de la génération photovoltaïque. Nous avons procédé à une simulation à deux temps. Tout d'abord, il s'agissait d'une simulation en région du Nord, où le rayonnement solaire, le nord d'Algérie, où le rayonnement solaire est relativement faible et la densité démographique élevée. Ensuite, il s'agissait de la région du Sud. Vous verrez une grande différence par la suite. Dans la région du nord de l'Algérie, on a pris comme exemple la région de Ras Boutekfrine à la wilaya de la Roite, en utilisant le logiciel PV6 pour simuler les paramètres solaires spécifiques à la région. La hauteur du soleil s'affiche moins élevée par rapport à la région du sud en raison de la hauteur latitude. La visualisation de la trajectoire du soleil en haut à droite permet de tracer, celle qui est en jaune, permet de tracer une trajectoire d'un arc-en-ciel. La partie basse de cette image est la trajectoire solstice de l'hiver. Par contre, la partie la plus haute représente le solstice d'été. Plus l'altitude est élevée, la hauteur du soleil sera en baisse. Dans ce contexte, la hauteur du soleil abaissée pourra être compensée par l'angle d'inclinaison. En bas à droite, vous pouvez voir l'angle optimal est de 34 degrés. Et pour la région du sud où la hauteur du soleil est trop élevée, l'angle de la pente sera à la baisse jusqu'au début de 20 degrés. S'il vous plaît, madame, quand vous avez partagé, il y a un, tu vois où une مكتوب stop sharing. Ça cache un peu les écritures, les chiffres. Si vous pouvez cliquer sur hide. Voilà, très bien. C'est bon? D'accord. C'est bon, désolé. Hein. C'est pas grave. Il faut les données météorologiques pour faire la simulation de la centrale photovoltaïque. Une révision des données météorologiques de la région du nord de l'Algérie révèle que le rayonnement solaire est très élevé, même si elle est relativement faible dans le pays en se situant au nord. Voici les données des trois établissements, la NASA, la Météonorme et PVGIS. Pour la NASA, elle affiche l'irradiation globale horizontale moyenne de 4,96 heures avec une température moyenne de 18 degrés. Pour le Météonorme, c'est 5,99 et pour PVGIS, c'est 5,8 heures. Et comme les méthodes et la période de mesure se varient selon l'établissement, il existe une marge de 4,9 à 5,9 heures. Mais on peut tout de même considérer que ce sont des zones capables de produire pendant 5 heures de manière largement suffisante et la température est relativement élevée
jusqu'à 18 degrés. Par ailleurs, l'Algérie dispose d'un climat où les mois janvier, février, novembre et décembre sont plus frais que les autres mois de l'année. Autrement, en été, il fait très chaud, avec une température très élevée dans les mois juin, juillet, mai, septembre. Donc, en général, pendant l'été, le temps de fonctionnement peut baisser un peu à cause de la température trop élevée, mais comme le niveau du rayonnement solaire augmente, la quantité totale de production d'électricité devient plus élevée. Donc, afin de réaliser une simulation photovoltaïque, nous avons mis la condition de base qui est une centrale de 1,8 MW. Et l'étude d'APS a été effectuée, comme c'est montré sur l'image en bas à gauche. Comme on avait dit tout à l'heure, l'angle d'inclinaison a été fixé à 34 degrés. La présente zone dispose d'un angle de 34 degrés qui est relativement élevé, ce qui nécessite des espaces suffisants entre les modules. On a mis 10 mètres de distance avec un GCR qui est le taux d'utilisation du sol. Il est à 43,4%, c'est-à-dire la superficie des panneaux par rapport à l'espace total de l'installation qui est 33,4%. Vous verrez que pour les régions du sud, comme l'altitude du soleil, vous voyez comme les régions du sud, comme l'altitude du soleil est élevée, la distance entre les panneaux baisse, ce qui diminue également le GCR. Avec la simulation, on a obtenu des données de 4,62 heures. J'ai su par la simulation que l'on peut obtenir le rayonnement de 4,62 heures et l'efficacité de 81,7%, ce qui nous fait déduire que la région du nord algérienne est aussi apte à avoir des centrales photovoltaïques. Si l'on regarde les facteurs de perte, l'angle d'inclinaison a été fixé à 34 degrés en raison de la latitude élevée, faisant gagner 14%. Il existe la perte d'encrasement ou des poussières de l'ordre de 5%, c'est-à-dire des chiffres provisoires que j'ai eu lors de ma simulation. Si on laisse les équipements sans les nettoyer, le taux d'efficacité va être encore plus décroissant à cause de l'encrasement. Ensuite, la perte à cause de la variation. Ce que vous voyez encadré en rouge, c'est les pertes. Si on laisse les équipements sans les nettoyer, le taux d'efficacité va être encore plus décroissant à cause de l'encrasement. Ensuite, la perte à cause de la variation de la température. Quand vous avez déjà remarqué la différence de température entre l'été et l'hiver, entraîne une perte d'environ 4,85%. Mais comparé à la région désertique qu'on va voir tout à l'heure, le chiffre est relativement faible. En tout cas, la simulation en général nous donne 4,62 heures de rayonnement basé sur P50 et 4,42 et 4,46 heures de rayonnement basé sur P90 et P95 respectivement. Les indicateurs P90 et P95 représentent une possibilité de 90% et de 95%. En général, quand on parle de P50, on peut la considérer comme la moyenne. Quand on fait une simulation ou une analyse du temps de fonctionnement des générateurs photovoltaïques, on met des conditions d'analyse sur une période donnée. Par exemple, si on analyse le temps de production de 10 ans avec les données de rayonnement, on met des hypothèses comme la période la plus élevée, la moins élevée et la moyenne et la situation la plus défavorable sur un point de référence pour calculer après l'économicité. Et c'est pour cela qu'on fait une analyse de faibles possibilités où la production est creuse et cette caractéristique est catégorisée en 4,43 heures et 4,36 heures. Après, si on regarde les conditions mises pour une centrale photovoltaïque située dans le sud de l'Algérie, on voit que la latitude est de 22,45 degrés et l'altitude s'élève à 577 mètres. La trajectoire du sud n'est plus en forme d'un arc-en-ciel, mais il semble avoir un toit de la partie en haut.
celle que vous voyez en jaune. Ce qui veut dire que le soleil n'est pas plus haut au sud, mais il dépasse le nadir et va vers le nord, ce qui signifie que la hauteur du soleil est très élevée, d'où l'angle d'inclinaison est de 24 degrés. On a vu dans la région du nord, l'angle il était à 34 degrés, donc il existe un écart de 11 degrés de latitude par rapport au sud, mais l'angle d'inclinaison tombe également. Cette conception permet de prolonger la période où les panneaux puissent se poser de manière perpendiculaire. L'angle d'inclinaison, quant à lui, se varie des conditions diverses, comme la topographie, le climat, et ce, dans les mêmes zones. Les données générales dans ce programme indiquent que l'angle le plus optimal est de 24 degrés. Regardons maintenant le rayonnement solaire des zones sud. Nous avons tout à l'heure 4 heures dans le tableau de NASA. Et maintenant, il s'agit de 6,1 heures. Pour le météonorme, il indique 5,97 et PVGIS l'affiche pour 6,65 heures. Certes, il existe certaines marges, mais si l'on s'approche de 6 heures, en général, cela veut dire qu'il y a le rayonnement suffisant. On remarque que la température est trop élevée et cela peut affecter légèrement la quantité de production, ce qu'on va remarquer après par la simulation. Si on regarde la simulation pour la région du Sud, avec les mêmes conditions, c'est-à-dire on a pris comme caractéristique 1,8 MW pour la centrale, on obtient un résultat différent par rapport au nord en raison de l'angle 24 degrés et de l'écartement entre les panneaux qui est pris 7,3 mètres. Si la latitude baisse, l'altitude solaire augmente, ce qui fait baisser l'angle d'inclinaison permettant de faire un angle perpendiculaire avec le soleil. Et cela fait diminuer la longueur de l'ombrage de la partie avant et arrière de la ligne des panneaux, ce qui fait augmenter le temps de production de 5,15 heures avec une efficacité de 79%. Le temps de production a été augmenté avec une efficacité plus faible. La perte est survenue plus à cause de la température en termes de l'angle de l'inclinaison par rapport à 34 degrés dans la région du nord. La quantité de production photovoltaïque sera plus en baisse dans les zones du sud avec 24 degrés d'angle. Donc, si on fait une évaluation sur l'ensemble, ici, le rendement, il va baisser. Si l'on regarde le diagramme de perte, comme l'angle est faible, la partie augmentant est relativement soit 6,8%. Par ailleurs, les facteurs de perte deviennent plus présents comme le climat désertique, comme la haute température, l'encrasement, les poussières, le vent de sable sont soufflés par le temps. Résultat, le rendement total baisse. Si on regarde séparément P50, P90, P95, le temps de production est de 5,15 pour P50, 4,95 pour P90 et 8,89 pour P95, ce qui est beaucoup plus élevé. Maintenant, regardons les cas de baisse des performances d'une centrale photovoltaïque. Les équipements photovoltaïques demandent un entretien minimum. Autrement dit, une fois que la centrale est construite, il n'y aura pas un travail de fisser les écrous en se rendant sur place. Certes, il faut les nettoyer en cas de poussière massive, mais contrairement aux autres types de centrales, il n'est pas nécessaire de mettre les fioul ou les charbons ou la matière première. Les centrales photovoltaïques vont être opérées telles qu'elles sont construites. Donc, à part les petites réparations à travers la surveillance ou le contrôle, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour gérer la centrale, à part qu'il y a la contrainte du vent de sable dans les régions désertiques, donc il faut penser à trouver une solution pour gérer cette contrainte. On dit souvent que les équipements de production s'exposent à l'environnement de l'extérieur et ils sont vulnérables face à des pannes, mais contrairement aux autres centrales,
les équipements photovoltaïques ne s'arrêtent pas de fonctionner, même s'il y a une panne. S'il y a par exemple un module cassé à cause d'une pierre tombée, par exemple, seulement la ligne endommagée ne fonctionne pas. Autrement dit, cela diminue la quantité de production globale, mais n'affecte pas sur les autres équipements. Donc, on n'a pas besoin d'introduire beaucoup de main-d'œuvre, mais on peut juste vérifier la partie problématique où la quantité de production a diminué. Afin de prendre la mesure adaptée, les pannes apparaissent progressivement et sur le long terme. Une fois que les panneaux sont installés, ils partent avec une performance de 100%. Mais au fur et à mesure que la production continue, la performance diminue peu à peu, ainsi que la centrale devient moins performante avec le temps, tout comme les autres équipements comme l'onduleur, le tableau de transmission et de distribution. Du coup, 5 ans à 10 ans après, les équipements peuvent causer une panne. La panne ne s'apparaît pas tout de suite avec le temps, mais les problèmes peuvent s'accumuler et causer une panne. Donc, il faut surveiller et il faut des contrôles continus pour réparer les pannes. La surveillance peut détecter la plupart des problèmes. Les problèmes cassés, les substances indésirables dans le boîtier de combinaison, etc. Donc, on peut intervenir pour chaque cas. On va prendre quelques exemples. Le premier point, il peut y avoir une perte de diode de bypass du boîtier de combinaison courant continu du module photovoltaïque dû à la surtension. Car lorsque le climat est humide et la température est baisse, la tension du module va augmenter, ce qui fait également augmenter la quantité de production. Contrairement au cas d'une centrale, contrairement au cas d'une haute température qui fait baisser la puissance des modules. Donc, en cas de surtension ou de mauvaise installation, le boîtier de combinaison se trouvant derrière les modules photovoltaïques. Le deuxième point qu'on peut avoir, c'est lors du vent très fort. Un ouvrage d'art secourt. Ce type de dégâts ne sera pas causé que par le cas de grands ouragans. Le troisième point, la plupart du temps, les sociétés fabricant des modules photovoltaïques garantissent une performance de 25 ans. Donc, ils disent que pendant 25 ans, on peut produire de l'électricité avec la performance proposée, mais en réalité, après 25 ans, la performance des modules se dégrade. Comme vous le voyez sur l'écran, on ne permet pas de fonctionner comme prévu. C'est le cas où on va connaître la baisse de la performance. Ensuite, l'environnement avoisinant peut faire diminuer la quantité de production. Un autre point, c'est le cas le plus fréquent. C'est la diminution du rendement de l'ensablement. Comme le vent souffle souvent avec les poussières, le nettoyage est un travail essentiel. Sinon, les poussières bloquent complètement les panneaux et la pénétration des rayons du soleil jusqu'à l'incapacité de produire. Donc, on a mis des conditions, des facteurs de perte de l'ordre de 6 à 5%. Mais cela est avec l'hypothèse qu'on le nettoie un peu régulièrement. Dans le cas contraire, la performance peut se dégrader beaucoup plus. Il existe également la diminution du rendement en raison des sécrétions des oiseaux. Tous les modules photovoltaïques peuvent être affectés si une batterie des modules cause un problème, car les batteries sont connectées en courant continu. Ce qu'il arrive qu'une batterie au milieu soit en panne et cela affecte l'ensemble des modules. C'est pourquoi on doit nettoyer les modules si les substances couvrent les modules dans le cadre de l'entretien quotidien. Si les modules sont couverts, c'est la partie couverte qui cause un problème. C'est-à-dire que si une partie des modules est couverte, cette partie va avoir les caractéristiques d'une résistance, ce qui fait arrêter de produire de l'électricité, mais consommer de l'énergie en chaleur. Et la partie couverte sera sous la chaleur constamment, ce qui va baisser encore la performance totale. Donc, il faut tenir en compte de ces aspects. Il existe également la diminution du rendement à cause de l'ombrage. Il faut donc vérifier, il faut bien vérifier ce point. Ensuite,
un autre problème, c'est l'ombrage. Si les poussières sont entassées, cette partie peut glisser par la pluie ou le vent. Le panneau est caché par quelque chose fixé en bas, comme l'image en bas à droite, quand vous le voyez, même si ce n'est pas un dispositif fixé, mais même les sables ou autre chose qui cache une partie des modules peut affecter l'ensemble de la performance. Il faut donc une gestion dans cet aspect. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, si un module est caché et la chaleur se produit avec l'effet de la résistance, cela deviendra comme l'image suivante. Vous pouvez voir une partie qui brille plus que les autres. La batterie de cette partie n'arrive pas à fonctionner comme elle produit de la chaleur en consommant de l'énergie. Dans ce cas, soit il faut changer la batterie ou le module. Mais si on veut changer la batterie, il faut faire appel à la même société fabricante. Du coup, il faut mieux changer le module. Et à part l'ombrage, les batteries peuvent être endommagées pendant le transport ou l'installation. Dans ce cas, les batteries ne peuvent pas garder la fonctionnalité d'origine et deviennent comme l'image en bas à droite. Autrement dit, la chaleur à cause de la résistance et les équipements ne peuvent pas jouer correctement son rôle de générateur de l'électricité, provoquant la baisse de l'efficacité. Dans ce cas également, il faut changer le module. Si l'on regarde en image thermique du boîtier de combinaison, on peut voir que la température est montée au point de concentration des courants électriques. Cette concentration et la différence des tensions peuvent provoquer le déséquilibre des tensions, laissant couler le courant de circulation avec la chaleur. Il n'existe pas des mesures spécifiques pour ce phénomène, mais il est nécessaire d'utiliser des matériaux corrects et de faire une gestion correcte pour que le boîtier puisse tenir à la chaleur. Si vous voyez l'image à droite, les abeilles se sont introduites dans le boîtier pour y vivre. Donc, il faut prévenir cela par une gestion préventive. Regardons maintenant les moyens d'amélioration de la performance photovoltaïque. Maintenant, nous allons regarder les moyens d'une centrale photovoltaïque en Algérie et les points d'amélioration, les facteurs les plus marquants de la dégradation comme l'encrasement autour des régions désertiques en particulier. Donc, parmi les éléments présentés jusqu'à maintenant, celui le plus influençable des centrales photovoltaïques est bien le rayonnement solaire. Si l'on a un rayonnement solaire élevé, il est avantageux de construire une centrale photovoltaïque pour produire de l'électricité. Mais chaque région dispose d'une condition variante. La température, la plupart des régions disposant d'un rayonnement solaire élevé se trouvant aux alentours de l'équateur et de la partie du nord de l'équateur. Donc, dans ces régions, la température est élevée. Or, une température élevée affecte les modules photovoltaïques en dégradant sa performance et baisse en conséquence la quantité de production. Dans les zones désertiques, le taux de perte dû au climat s'ajourne environ 7%. Et si la température est très élevée, le taux pourrait dépasser 7 et arriver à 8,8%. L'été ayant une température au-dessus de 30 degrés peut impacter encore plus le rendement. D'après le tableau suivant, on remarque plus la latitude est élevée, moins le taux de réduction, car la température moyenne est baisse à cause des 4 saisons. Maintenant, regardons concrètement quels sont les impacts de la température sur la performance. Le tableau suivant représente la caractéristique du module photovoltaïque général. Comme vous le voyez, il existe 3 éléments influencés par la température, à savoir le coefficient, j'ai encadré en rouge les 3 paramètres, à savoir le coefficient de température de circuit ouvert, le coefficient de température de court-circuit
et le coefficient de température de l'électricité totale. Le coefficient de température de tension de circuit ouvert est de moins 0,025% par degré Celsius. Cela veut dire que 25% de la tension totale baisse chaque 1 degré Celsius. Donc, il existe de la tension de circuit ouvert de 100 volts avec la température en baisse de 1 degré Celsius. La puissance baisse de 0,25%, c'est-à-dire moins 0,25 volts. Cela est basé sur une température de 25 degrés avec la condition type de test. Si le taux de variation est de 0 à la température de 25 degrés et si la performance de la tension du circuit ouvert est de 40 volts, plus la température augmente, moins la tension de puissance. Ensuite, le coefficient de température du courant de court-circuit, le circuit va augmenter avec la température qui augmente, mais la marge d'augmentation est minime. Quant au coefficient de température d'électricité maximale est marqué de moins 0,34%. Comme d'autres coefficients, une augmentation de 1 degré Celsius de température d'un module de 400 watts va faire baisser 0,34% de puissance. Donc, voici le calcul de la baisse de performance d'un module. Ici, on a pris un exemple d'un module de 460 watts. Quand vous voyez sur les équations, tout d'abord, la chaleur va se générer avec le fonctionnement de module. Donc, j'ai mis une hypothèse que la température eût augmenté jusqu'à 70 degrés. Et cela est suffisamment tout à fait possible, surtout dans les régions désertiques. Dans ce contexte, un module de 460 watts, il tombe jusqu'à 389,62 watts. Et la performance du module photovoltaïque va baisser. Dans ce contexte, un des moyens d'amélioration pourrait l'utilisation des panneaux à couche mince, car cette technologie est moins sensible à la température, mais il reste que les panneaux à couche mince ne sont pas utilisés d'une manière courante et ne sont pas produites en masse. De plus, la performance de ces dernières est moins brillante que les panneaux en silicium, ce qui oblige d'utiliser des panneaux solaires en silicium. Donc, afin d'améliorer la sensibilité envers la température, en changeant la structure des équipements photovoltaïques, on emploie dans ce cas une méthode d'installation des panneaux en laissant une marche sans coller directement sur le sol, permettant une bonne ventilation. Ensuite, un autre aspect, c'est l'aspect de l'encrasement. Il y a beaucoup de vent de poussière. Quand vous voyez sur la figure suivante, les panneaux installés en désert, ils ne sont pas bien nettoyés et cela affecte leur performance. Avec le vent de sable qui s'étend entre la période de mars jusqu'au mois de mai, le taux de perte s'élève à 6,6%. Si on néglige le nettoyage dans ce cas, la performance des panneaux va être continuellement dégradée. Maintenant, regardons la méthode de nettoyage. Parmi les facteurs d'impact d'encrasement, il y a la caractéristique du terrain prévu pour la centrale. Il s'agit de savoir si le site est marqué par un climat désertique avec beaucoup de vent de sable. Ensuite, si la température et l'humidité sont élevées, les poussières pourraient coller sur les surfaces des panneaux. Ensuite, si la pente de l'azémut des équipements de la centrale photovoltaïque, si l'angle de pente est élevé, les poussières peuvent se glisser par la pente. Du coup, avec un effet de nettoyage, par contre, un panneau plat, il peut accumuler plus de poussière. Quant à l'azémut, en Algérie, les panneaux sont installés en plein sud, mais il se peut que la direction des panneaux puisse se changer selon la topographie. Et dans ce cas, les poussières peuvent se coller plus facilement. Et ce genre de situation peut se produire en cas d'installation sur des immeubles. Dans ce cas, comme ils sont face à l'orientation du vent, ce qui favorise l'encrasement. Ensuite, la caractéristique des poussières dépend également. La taille des poussières peuvent venir avec le temps et elles peuvent
se glisser naturellement avec la pente. Quand elles sont lourdes, à cela s'ajoute la vitesse du vent, qui peut changer la quantité de poussière, ce qui est écrit la caractéristique de la façade du module. Il s'agit de la texture de la façade des panneaux lisses pour voir si les poussières peuvent partir en se glissant ou pas. Voilà, ce sont des éléments pouvant influencer l'effet d'encrasement et le plus facile remède à cela est d'utiliser la main-d'œuvre. Mais dans ce cas, on doit recruter beaucoup de personnes pour le nettoyage, ce qui fera augmenter le prix et le coût de gestion en raison de rémunération. Il se peut également que le nettoyage manuel ne soit pas suffisamment précis, alors que si on les nettoie en eau, cela va augmenter massivement la consommation en eau en Algérie. Le résultat sera plus performant, mais comme on doit utiliser beaucoup d'eau, cela va faire grimper le coût de la gestion par rapport au taux d'utilisation. Une méthode complémentaire, l'eau peut être tout de même efficace sans besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, si on utilise un camion citerne, on peut augmenter le taux d'utilisation. Cette solution est un peu massive car il s'agit d'une consommation massive d'eau, mais il serait nécessaire de trouver et de chercher encore d'autres moyens. Donc, il existe deux méthodes d'élimination d'encrasement, travail à sec et travail à humide. Dans ce cas, soit on utilise de l'eau ou bien ensuite l'utilisation de produits chimiques. C'est une méthode qui n'utilise pas d'eau, mais le liquide chimique. Il existe également des moyens mécaniques, on appelle cela un balayage, c'est comme l'essuie-glace de la voiture. Ensuite, il existe également le type souffle d'air et la vibration. Il existe également d'autres méthodes comme le revêtement de la surface ou la vibration comme un moyen à sec. Donc, j'aimerais proposer la méthode d'installation de robots avec le même principe de la pression d'air au panneau. Il peut donc souffler la poussière sans utiliser l'eau et c'est la méthode la plus utilisée dans les pays développés, dans les régions désertiques. Ensuite, la dégradation associée au vieillissement peut être un problème. En général, si un module photovoltaïque est installé, on estime que la performance se dégrade annuellement par 0,5%. Or, dans le désert, à cause de la chaleur, on prévoit la performance se baisse de plus de 0,5% par an. Et avec une condition standardisée de 400 watts, si l'on installe les panneaux dans un endroit où le rayonnement est faible, les panneaux ne fonctionnent pas à 100% de capacité, ce qui dégrade moins les équipements dans le temps. Mais dans les zones désertiques, les panneaux, ils fonctionnent à fond, à peu près à 100% de leur capacité. Dans ce cas, ils peuvent se dégrader rapidement que les équipements installés dans les régions à climat tempéré. On a dit tout à l'heure que le taux de dégradation du vieillissement est de l'ordre de 0,5% par an. Mais on a remarqué que dans les régions désertiques, par exemple le désert d'Arizona, aux États-Unis, les panneaux installés depuis 10 à 17 ans, le taux de dégradation a été marqué de 0,93 à 1,92%. Les principales causes de dysfonctionnement des modules photovoltaïques exposés pendant longtemps dans un environnement désertique sont à cause du burnissement, hotspot, déclamation et l'encrasement. Voici les caractéristiques nécessaires pour les modules prévus pour un environnement désertique. Pour l'ultraviolet interne, il faut éviter la puissance minimisée en raison de la décoloration des matériaux de modules ayant été exposés au ultraviolet pendant 25 ans au plus. Pour la résistance à la chaleur, il faut minimiser les caractéristiques thermiques causées par la différence de température journalière et l'impact causé par le hotspot. Pour la résistance à l'humidité, il faut minimiser l'impact causé par la rosée à la surface causée par la différence de température journalière. Pour la résistance à la salinité, il faut minimiser la corrosion du module causée par le brouillard salé
ou par l'eau salée. Pour la résistance à l'essure, il faut minimiser l'endommagement causé par les poussières et le vent de sable. Pour les résistances aux poussières et l'étanchéité, il faut minimiser le défaut de contact ou la poussière causée par l'humidité et les poussières. Si l'on regarde maintenant la salle électrique, en général, l'humidité et la température ne posent pas beaucoup de problèmes à l'intérieur des salles électriques dans ces régions désertiques, car la salle se trouve à l'ombre dans un endroit climatisé. Ce qui est important, il faut empêcher les sables et les poussières d'entrer dans la salle, car ils affectent l'onduleur et le boîtier de transmission et de distribution. Ensuite, malgré l'ombrage et la température qui montent, pas dramatiquement, il faut tout de même mettre les équipements de régulation et de climatisation afin de baisser la température, parce que si la température est élevée, la performance des équipements comme l'onduleur vont baisser. Maintenant, on arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Très clair, merci. Merci infiniment. Merci infiniment, madame. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions, je vous invite à être bref dans les questions. Donc, marhaba bikum. Oui, j'aimerais bien poser une question si c'est possible. Oui, allez-y. Bon. Je m'intéresse par exemple au coût de maintenance. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on peut se renseigner là-dessus? Est-ce qu'il y a des informations à disponibilité du public pour connaître à peu près ces informations de coût de maintenance? En réalité, il y a des équations qui calculent le coût de maintenance dans les centrales photovoltaïques. On peut les calculer, c'est-à-dire manuellement. Et bien sûr, il y a des estimations. Comme par exemple, Sonelgaz, ils ont des rapports sur ça. C'est-à-dire que le coût de maintenance, il a été calculé par rapport à une période généralement, c'est une période de 20 ans. Pendant 20 ans, quels sont les équipements qui seront entretenus? Et sûrement, c'est-à-dire, il y a un pourcentage pour cela. D'accord. Donc, tout dépend de l'installation, tout dépend le détail de l'installation photovoltaïque, tout dépend sa grandeur, tout dépend les onduleurs, la technologie des panneaux, la technologie des batteries, et tout le détail tout dépend de la région aussi, parce que la région, elle est très importante. Parce qu'une centrale dans le désert, ce n'est pas comme une centrale dans le Oui, nord. bien sûr. Il y a des caractéristiques qui changent. Donc, théoriquement, il y a des équations qui calculent ça, mais plus concrètement et plus pratiquement, quand je vous ai dit, Sonelgaz, elle a beaucoup de rapports. Elles ont des rapports de projet sur ça. Donc, D'accord. tout Très bien. dépend de Merci. la centrale. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hatni, oui. Madame, oui, vas-y. Bonsoir, Sahab Tolkom. Juste pour complément à la question précédente, je crois savoir, l'information, mais en général, le coût operation and maintenance à 10% environ de l'investissement à peu près. Mais je pense, j'ai entendu ça par un expert, mais à vérifier. Merci. Oui, c'est entre 10 et 20%. Oui, voilà, donc merci. Parfois. Ça reste, tout dépend de la nature de la centrale. Tout à fait, oui. Monsieur Hatni, vas-y. Oui, oui. Docteur Dagla, justement, je voudrais poser une question concernant l'opération qui a été réalisée par le ministère de l'Intérieur concernant l'installation des panneaux solaires au niveau des écoles et des Oui. mosquées, des centres culturels à l'échelle nationale.
Jusqu'à présent, j'ai essayé d'avoir ne serait-ce qu'un bilan primaire sur cette opération-là, mais du coup, jusqu'à présent, j'ai pas pu. Et ce que j'ai constaté, c'était vraiment catastrophique. Ah oui, Le point le plus important, c'était la maintenance. D'ailleurs, vous avez oui, soulevé ce problème-là, le nettoyage, et tout ce qui est bon, concernant les panneaux solaires et tout ça. Et donc, après 2 mois, 3 mois d'installation des panneaux au niveau des communes, tout le matériel a été saccagé et même abandonné. Vu qu'il oui, n'y a pas, effectivement. il y a pas eu de formation concernant le personnel communal pour qu'il puisse procéder à la maintenance et au nettoyage des panneaux solaires. Donc, je voudrais bien, si vous avez une idée ou ne serait-ce que sur cette opération-là, ça serait Oui, bien oui. de me communiquer. Effectivement, monsieur Hasni, c'est pas seulement les panneaux solaires, il y a même le problème des batteries parce que au niveau des écoles, au niveau des mosquées, on aura toujours besoin, on va installer des systèmes photovoltaïques autonomes, c'est-à-dire il y aura des batteries. Concernant les batteries, par exemple, si on installe dans un système photovoltaïque une batterie, ou c'est-à-dire le constructeur, il va dire que c'est une batterie de 5 ans. Généralement, on n'aura jamais 5 ans avec ces batteries-là. Le maximum, c'est 2 ans. Il faut se poser la question. Donc, c'est pas seulement que les panneaux, il faut se poser la question pourquoi on n'a pas une autonomie valable pour ces batteries. Et comme vous Non, savez, la batterie, pardon, justement, la problématique essentielle dans cette opération, là, c'était le cahier de charge. Il n'y avait pas de référentiel, il n'y avait oui, rien, hein. Euh, oui, c'est vrai. le boulanger du coin pouvait soumissionner et prendre le marché et du coup installer à la va-vite avec un matériel chinois qui ne vaut rien Exactement, oui. parce que les Chinois, Ouais, ils vendent n'importe quoi. Oui. c'est-à-dire, voilà, donc ce qui fait, il y a ni contrôle, ni des références Il est suivi. sur le matériel, ni un cahier de charge spécifique bien défini, ni rien. Donc, voilà. Et la résultante, Voilà. c'est la catastrophe. La résultante, Il c'est n'y la a pas, catastrophe. il y a ni le contrôle, ni le suivi, ni la Et voilà, maintenance, ni c'est rien. ça. D'ailleurs, ce n'est même pas clair. Les cahiers de Et charges ne oui. sont même pas clairs. Et Et on se avec un demande comment. programme financier très important sur l'opération. Donc, Ouais, exactement. ça a une incidence Exactement. financière assez importante, hein. La même chose pour le projet de l'éclairage public qui a été lancé par la wilaya d'Alger récemment, mais qui n'a pas eu d'écho. Donc, généralement, Donc, ils proposent des projets sans continuer. C'est ce qui est malheureux, parce que et dans un oui, il n'y projet, a il y a pas, plusieurs étapes. il y a pas un suivi, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une maintenance, il n'y a rien. Donc, Exactement. Même l'étude de base, elle est même pas claire. C'est-à-dire parce que dans un projet, il est suivi déjà, il est précédé par une étude détaillée. D'ailleurs, l'étude, il n'y a pas. Donc, il n'y a ni l'étude pré-projet, ni l'étude après-projet. Ni le projet en lui-même, il n'est même pas clair. Donc, malheureusement, Inch'Allah, il y aura et du du coup, changement. c'est d'accord. Et en même temps, je pense que c'est là le rôle essentiel de notre association, c'est d'essayer de sensibiliser que ce soit les collectivités locales à travers les maires et des élus et des fonctionnaires des communes, et en même temps aussi de citoyens, parce que même les citoyens, c'est une pièce maîtresse Oui, dans toute cette opération d'installation de photovoltaïque et tout ça. Je pense c'est vrai. on a notre responsabilité sur ce sujet-là et on essaiera aussi de sensibiliser, comme je viens de le dire, les autorités locales à travers soit des journées d'études, soit des formations, soit... Voilà. Voilà, surtout les formations, c'est important comme ça de faire des formations. Ça va sensibiliser les étudiants, ça va sensibiliser les gens qui travaillent sur les énergies renouvelables. Comme ça, même dans le Voilà. cas où ils s'intègrent dans des projets,
au moins le projet il sera fait d'une manière bien faite et bien étudiée. Inch'Allah, en espérant avoir un changement. Inch'Allah. Oui, c'est une خدمة كبيرة à travers tous les membres de l'association pour qu'on essaie Inch'Allah, Inch'Allah. de contribuer. Voilà. Inch'Allah, Monsieur Hassan, Inch'Allah. Moi, j'ai une question vis-à-vis de ça. Est-ce que finalement, en termes de responsabilité, on pourrait, en plus de sensibiliser, tenir des comptes quelque part, en fait, d'un point de vue sociétal, sur des projets comme ça qui sont proposés, pour pouvoir ensuite assurer le suivi et garantir qu'il y ait quelque chose, qui soit fait vraiment. Est-ce que vous pensez que On c'est est faisable, non. en fait, surtout dans notre société, enfin, particulièrement en Algérie? Comment, en fait, faire en sorte que ces actions-là et ces projets, puissent être, menés à bien? À vous, Madame Torla. Docteur Torla. Allô, Madame Digla. J'ai pas vraiment compris la question. En fait, juste, je vais essayer de le dire plus Mal posé. simplement. En fait, on sait qu'il y a des projets qui sont faits et cetera en Algérie et que finalement la plus grosse problématique, c'est que personne ne rend de compte en fait. ما نحسبوا حتى واحد au niveau de ces projets-là et donc au final, il y a rien qui est fait concrètement. Si quelque chose est fait concrètement, il y a pas de suivi, il y a pas de qualité. Est-ce que, je sais pas, d'un point de vue association ou bien, je sais pas, Oui, syndicat ou c'est peu la importe, sensibilisation normalement. C'est la seulement sensibilisation. sensibiliser. Est-ce qu'il y a un moyen vraiment au-delà de la sensibilisation, un point de vue vraiment responsabilité? Responsabiliser ceux qui sont, à la tête de ces projets-là pour Ah que bah, ça puisse aboutir? je vais vous raconter une chose. Moi, je faisais partie d'un projet de l'éclairage public. C'était dans le cadre de la wilaya d'Alger. On a fait pas mal de réunions. On a quand même commencé à faire des plans d'action et des plans directeurs sur l'éclairage public en Algérie. Après, au bout de quelques mois, tout a été arrêté. On s'est posé la question, on a envoyé des emails, on a appelé, mais on n'a pas eu d'écho. La seule réponse qu'on a eue, c'est on sait pas, alors qu'on était au milieu, on s'est arrêté au milieu du projet. La même chose, ça m'est arrivé dans plusieurs projets. D'accord. Dans le projet, là, le développement de la batterie au lithium. On a fait plusieurs réunions, on a progressé. Au milieu du projet, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. On a essayé de les contacter, mais tout est flou pour le moment. D'accord. Mmh. Donc, j'ai pas Oh, pu vraiment. C'est pas. non, ce que je peux dire, c'est que au niveau de notre association, on est représenté sur deux commissions nationales, le commissariat aux énergies renouvelables et efficacité énergétique et environnement. Donc, on a un membre, et c'est le président qui représente l'association. Donc, à travers cet organisme, on peut attirer l'attention des responsables. Oui. Et d'ailleurs, même le Inch'Allah. commissariat, il est sous l'égide du Premier ministre. Et aussi, Ouais. on a le CNESE que Madame Boudiaby, elle représente aussi l'association dans ce conseil-là. Et du coup, on peut attirer l'attention des responsables, on peut en parler, on Inch'Allah. peut faire des remarques. Donc, il y a possibilité Ouais. d'attirer l'attention des responsables. Mais ce qui est le plus important d'ailleurs, et ça rentre dans les missions de notre association, c'est la sensibilisation. Il faut Oui. sensibiliser. Il Oui, faut oui. sensibiliser tout le monde, que ce soit les responsables, que ce soit les citoyens. Je ne sais pas si Voilà. vous avez remarqué, mais il y a une question en commentaire. Donc si vous voulez la lire, répondre. Déjà, il y a pas mal de personnes qui ont levé la main, notamment Driouche. Je vous invite à poser votre question.
Donc, il y a une question, je ne parle pas français, j'ai donc posé ma question dans les commentaires. Question, dans quelle mesure les tempêtes de sable affectent-elles les panneaux solaires photovoltaïques? Donc, c'est par exemple quand la surface du panneau solaire elle est cachée par les particules du sable, ils vont empêcher les lumières ils vont empêcher le passage lumineux du solaire vers les panneaux. Donc, on n'aura pas d'électricité. Donc, la production globale du panneau, elle sera diminuée et par la suite, le rendement, il sera dégradé. Ouais, parce que les cellules, parce que les particules du sable, ils vont faire comme un isolant pour le panneau photovoltaïque. Donc, c'est pour ça le rendement, il sera abaissé. Et ça, c'est parmi les ennemis d'une centrale photovoltaïque installée au désert. Donc, c'est là où les chercheurs, ils doivent penser à trouver des solutions. Comme j'ai dit tout à l'heure, à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays développés, ils utilisent des robots qui aspirent. Ils sont utilisés que pour aspirer les particules des vents de sable et que pour nettoyer les surfaces des panneaux photovoltaïques. Et cela, c'est pour fournir une production électrique importante, c'est-à-dire toujours pour garder un bon rendement pour les panneaux photovoltaïques. Ensuite, il y a une autre question. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer le contenu du sujet? Merci. Nous vous demandons d'essayer de m'expliquer un peu en arabe. Désolée pour vous déranger. Ah, d'accord. La présentation, elle était en français. Euh, donc, pour certains mots techniques, je ne sais pas comment les traduire en arabe. Il y a certains mots techniques. euh, pour vous envoyer la présentation, il n'y a pas de problème. Je peux vous envoyer la présentation. D'ailleurs, après, je peux la partager avec Monsieur Mirabet. Il peut, c'est-à-dire la publier, il n'y a aucun problème. Ah, c'est Monsieur une bonne Il y a nouvelle. Madame Berly, elle veut intervenir. Oui. S'il vous plaît, pour intervenir. Depuis tout à l'heure, Oui. j'ai levé la main. Je pense que Madame Delouche, elle est Ok. indiquée numéro 2. Oui, depuis tout à Ok. l'heure. Ok. Allez-y, allez-y. Y a pas de souci. Oui, en ordre D'accord. de classement, Ok. donc vous êtes en deux. Pardon? Vas-y, vas-y. Je vous ai appelé tout à l'heure pour intervenir, mais vous n'avez pas entendu. Voilà. Non, parce qu'elle avait intervenu directement, la dame d'avant, c'est pour ça. Je l'ai laissé. Ah, d'accord. Bon, c'est pas un Bah, souci. vas-y, vas-y. Bonsoir, merci pour cette présentation. Donc, j'ai 3 questions. Donc, la première, est-il vrai que la température au niveau des centrales augmente? J'avais lu ça quelque part, comme quoi, quand il y a une grande installation photovoltaïque, il y a, dans une région, la température augmente. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, donc c'est ça ma première Oui. question. La deuxième, je vous laisse répondre ou je pose mes questions et vous répondez après, c'est comme vous voulez. Non, je préfère répondre une par une. D'accord, je pense. Concernant la température, il y a une bonne partie de la présentation. Elle était consacrée sur les centrales photovoltaïques installées dans les régions désertiques. Donc, bien évidemment que dans le sud, par exemple, si on prend le sud d'Algérie, la température, elle est élevée. La plupart des mois de l'année, la température, elle est élevée. C'est-à-dire, on aura par exemple pratiquement 8 mois, plus que 6 mois, où la température, elle est élevée. Parmi les facteurs de dégradation des panneaux photovoltaïques, c'est la température élevée. Donc ça, c'est un paramètre qui favorise le vieillissement rapide des cellules photovoltaïques. Donc, et si les cellules photovoltaïques, elles sont dégradées, donc probablement le rendement total de la centrale, il sera diminué. Donc, plus que la température, elle est élevée, plus que le rendement, il sera abaissé. Ça, c'est évident. Oui, non, c'était pas ça ma question. Ma question, c'était est-ce qu'elle va augmenter encore plus la température dans la région en installant la centrale? Est-ce qu'il Vous y a voulez un effet secondaire sur l'environnement? C'est par rapport à l'environnement. C'est pas par rapport à la euh, cellule.
Non, 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 c'est pas ça. Non. Vous voulez dire que l'installation la centrale photovoltaïque, elle favorise à augmenter la température de l'environnement. Voilà, c'est ça. Non, c'était pas mon intention, c'était pas de dire que l'installation photovoltaïque ou la centrale, elle favorise par exemple, à l'augmentation de la température de l'environnement. Non, c'était pas ça. Par contre, c'était le contraire. C'était que l'effet, la température environnante, c'est elle qui va dégrader les panneaux photovoltaïques. C'était ça. Oui, c'est ça. Oui, je sais déjà ma question. Ma deuxième question, c'est par rapport à cela. Donc, vu que la température ici en Algérie, elle est tout le temps supérieure aux 25 degrés des conditions standards pour un rendement efficace de la cellule, pensez-vous vraiment que le solaire photovoltaïque est la solution adéquate à notre pays? Parce qu'il y a d'autres énergies à base de solaire qui sont, je pense, plus adéquates que le solaire photovoltaïque. Que pensez-vous de cela? Moi, je pense que du moment que l'Algérie, elle possède un potentiel énergétique important, pourquoi pas l'exploiter? Pourquoi pas le CSP? Vu qu'on a en Algérie, c'est beaucoup plus la chaleur. C'est vrai qu'on a le soleil pour le photovoltaïque, mais il y a aussi la chaleur, qui est comme vous avez expliqué, qui est vraiment néfaste pour le rendement de la cellule. Il diminue vraiment le rendement de l'installation. Par contre, les CSP et le solaire thermique, c- pour ça, au contraire, c'est la chaleur qui augmente quand on augmente avec elle le rendement de la centrale. Donc, Oui, ce serait pas il y a plus des adéquat. applications. Oui, il y a des applications où c'est-à-dire un système thermique, il est plus favorisé par rapport à un système photovoltaïque. Donc, ça dépend de l'installation. Ça dépend le but après, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le but après, après installer une centrale photovoltaïque? C'est quoi le but? Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, il y a le site, il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans l'installation de la centrale photovoltaïque. Et donc, par exemple, si dans le cas où vous voyez que, par exemple, le terrain n'est pas favorisé ou bien d'autres paramètres qui ne sont pas favorables par rapport à l'application souhaitée, on peut, par exemple, choisir une autre installation avec d'autres types de sources d'énergie renouvelable, pas forcément le photovoltaïque. Donc toujours, ça dépend l'emplacement, ça dépend le terrain et ça dépend l'application finale qu'on souhaite faire. D'accord. Et pour ce qui est de la centrale, quand celle-ci, elle est vieille, elle n'est plus exploitable, y a-t-il un système de recyclage ou est-ce qu'il y a, comment dire, une chaîne, voilà, système de Euh, recyclage? il y a beaucoup de recherches qui sont basées sur cet axe de recherche, c'est le recyclage du panneau photovoltaïque, mais je pense que ce qui est réussi réellement, c'est pas le recyclage du panneau, mais par contre, c'est le recyclage de la batterie. Le D'accord. recyclage de la batterie, il est plus réussi que le recyclage du panneau parce que le matériau du panneau, quand il arrive à la fin de son cycle de vie, c'est difficile de le recycler et de lui donner une seconde vie, contrairement aux batteries. Ce qui est réussi actuellement dans la chaîne photovoltaïque, c'est de faire recycler la batterie et plusieurs recherches ont prouvé ça. Il y a plusieurs techniques qui se sont réussies à donner une deuxième vie pour la batterie. Par contre, pour le panneau, spécialement en Algérie, ben, je pense que ça n'a pas vraiment réussi. D'accord. Et ce serait pas, je crois, un déchet de plus pour l'environnement. Euh, Le- pardon. Il y Oui, a d'autres intervenants, on laisse le temps plutôt les autres à poser leurs questions, hein. Et justement, il y a le timing aussi, hein. On d'accord, s'excuse, merci. hein. D'accord, pas de souci, pas de souci. D'accord. Merci. Merci pour vos Il n'y a pas informations. de problème. Vous pouvez me laisser votre question en commentaire, comme ça je vous répondrai tout à Donc, l'heure. donc, D'accord, merci. Je prends la parole avec votre permission, Monsieur Mirabel. Madame Barley, à vous.
Et voilà, donc Oui, merci vas-y. beaucoup, Madame Degla, pour la présentation très riche. Donc, pour ma part, ma question, elle sera un peu plus technologique ou bien technique. Et aussi une autre question sur le coût ou le côté économique. Donc, pour ma part, ce qui a attiré mon attention, c'est donc l'approfondissement dans la recherche. Mais la question qui me vient à l'esprit, vu les innovations et le développement technologique des panneaux photovoltaïques, donc quels sont les matériaux, si vous voulez, quels sont les matériaux dont tu as fait l'étude? C'est-à-dire, est-ce que c'est des matériaux récents ou bien des matériaux plutôt anciens? Aussi, la performance, elle est liée, vous l'avez dit, à la géométrie. Donc là, je me pose la question, vous m'entendez? Ah oui, déjà, Je me... votre première question, c'est pour la technologie. Oui, c'est le côté technologique, c'est-à-dire les matériaux. Donc, est-ce qu'il n'y a que les photovoltaïques à base de silice qui sont utilisés en Algérie ou bien y a-t-il d'autres matériaux comme le si bien connu les perovskites? Donc, de ce côté-là, je Euh, m'intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'innovation de ce côté-là? je Autre pense chose, que c'est par là, rapport à la géométrie. Donc, si vous pouvez noter, c'est des questions euh, plutôt claires selon ce que vous avez présenté. Donc, par rapport à la géométrie, donc on a bien vu que la géométrie horizontale ou bien même inclinée, elle est très vulnérable au vent, à la poussière, etc. Y a-t-il eu d'autres types ou d'autres géométries dans l'espace pour ces capteurs solaires, comme par exemple les hyperboles, les panneaux sphériques ou bien les dômes, comme on le voit aux États-Unis quand ils sont utilisés, les dômes hémisphériques pour le refroidissement des data centers. Aussi, vous avez fait la comparaison avec les États-Unis. Est-ce que les performances sont par rapport aux mêmes matériaux? Parce que quand on compare les États-Unis, je pense qu'ils sont peut-être 30 ans, 40 ans dans l'innovation, c'est-à-dire فايتيننا بواحد 30 سنة. Aussi, la géométrie sphérique, donc ça s'est vu dans des travaux faits en Allemagne. Donc, même chose, utilise-t-on les mêmes matériaux qu'aux États-Unis ou que dans les pays développés? Et est-ce que le matériau augmente cette performance? d'accord. Aussi, ce que j'ai vu dans ce que vous avez présenté, c'est-à-dire moi j'essaie de trouver des solutions au travers de cet esprit critique. C'est-à-dire que si on change, on va dire, les données, peut-être que le problème va se résoudre de lui-même. Donc le dôme hémisphérique permet déjà d'éliminer le sable, 80% du sable est par gravité. Beaucoup de problèmes, le problème que vous avez indiqué des ombres, il sera complètement éliminé. Et le problème aussi de l'inclinaison, de la performance donc par rapport au rayon solaire lui-même, là aussi, je pense que c'est plus élevé. Maintenant, il y a autre chose. Dans les innovations, on voit actuellement des produits ductiles. Le panneau solaire, il n'est pas rigide. C'est comme une feuille, d'accord? C'est un composite qu'on imprime et il n'est pas sujet donc aux cassures. Même on peut le replacer et on peut même le c'est comme par exemple une valise qu'on referme. Donc ce sont des produits plutôt malléables qu'on peut refermer par exemple par un mécanisme comme des stores. Ça s'ouvre et ça se referme. Donc est-il envisageable justement, si on prévoit des projets à grande envergure, d'envisager certaines de ces innovations? Est-ce que c'est possible aujourd'hui en Algérie? Ya'tik saha, Madame Degla. Donc, Et pas de problème, je côté vous remercie. matériaux, côté géométrie et côté comparaison, donc parler de l'innovation, est-ce qu'on peut vraiment se comparer aux géants dans ce domaine-là? Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos questions. Pour votre première question, normalement, ça concernait les matériaux. La comparaison dans ma présentation, j'ai considéré des panneaux photovoltaïques en silicium.
Même la comparaison qui a été faite par rapport à la région d'Arizona, c'est-à-dire c'est la même technologie. En Algérie, généralement, la plupart des panneaux utilisés dans les centrales photovoltaïques sont des panneaux en silicium. Malgré qu'il y a d'autres technologies déjà disponibles dans le marché algérien par des constructeurs algériens, comme vous avez cité, et on a même d'autres comme les panneaux bifaciales et tout. Mais Oui, là, il reste que l'utilisation de la technologie des panneaux, elle dépend et elle est en relation avec l'application souhaitée. Par exemple, concernant les panneaux bifaciales. Les panneaux bifaciales, ils ont donné, c'est-à-dire toutes les recherches qui se sont faites à l'étranger et tout, elles ont donné un rendement meilleur par rapport aux autres technologies des panneaux. Mais cette technologie, elle est favorisée d'être installée dans les installations photovoltaïques flottantes. C'est-à-dire si, par exemple, donc nous, si on fait une installation sur le sol, c'est pas comme une installation sur une surface hydrique, sur un barrage ou sur les mers et tout. C'est comme ça se passe à l'étranger. C'est pour ça, oui, eux, ils ont tendance à changer beaucoup de technologies. Donc, je reviens oui. C'est à dire exactement que ce que j'ai vu, exactement. oui, donc ça, l'application et le milieu. Et quand j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'étude d'APS, c'est l'étude d'APS et l'étude du site qui va vraiment préciser exactement la technologie du panneau qu'on va utiliser dans le système photovoltaïque. Comme je vous ai dit, par exemple, le bifacial, parce qu'il a double face, on va explorer, il a double face et il sera pas trop réchauffé. Et celui-là, on l'utilise beaucoup dans les surfaces hydriques. Comme nous, en Algérie, malheureusement, on n'a pas ça. On n'a pas ce type d'installation qui couvre les surfaces hydriques. Donc, on ne l'utilise pas. Généralement, comme c'est des centrales sur le sol, on a tendance à utiliser le silicium. C'est pour ça qu'on voit en Algérie, la majorité, c'est le silicium, avec d'autres technologies qui sont moins exploitées dans les centrales, mais on les voit, par exemple, dans des petites installations photovoltaïques autonomes. Ça, c'est par rapport à votre première question. J'espère que j'ai répondu. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour la Vous avez géométrie, je pense que vous avez parlé de la géométrie horizontale ou bien inclinée. Pour la Oui, deuxième, oui, la géométrie, elle dépend du site aussi. Par exemple, nous, par exemple, l'altitude du Soleil, la hauteur du Soleil, elle est en relation avec l'angle d'inclinaison du panneau, comme j'ai expliqué tout à l'heure. oui, Donc, oui. ça, tout Non, dépend. j'ai bien compris, mais il y a des études qui disent que Oui, l'hémisphérique, il est plus performant. Donc, c'est pour ça que je me exactement. dis, est-ce qu'en Algérie, on n'envisagerait pas autre chose? C'est-à-dire, au lieu de gérer une technologie et ses problèmes, il suffit de gérer, de migrer vers une nouvelle façon de faire. Exactement. C'est Il une y a- proposition, en fait, Oui, bien sûr. pour aller Il y a vers des ça. recherches qui se sont en train de se dérouler, comme j'ai vu dans les centres de recherche, par exemple à l'UDES ou bien le centre de recherche de Rardaya et tout. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ça. Mais par exemple, vous voulez dire que cette recherche, si elle sera directement faite dans les centrales photovoltaïques, ça, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore vu. Pratiquement, c'est-à-dire dans la théorie, il existe. Il y a même des chercheurs qui sont en train de travailler sur des panneaux comme ça réellement. Mais dans les centrales ou bien dans des systèmes réels, c'est pas encore fait. Mais Inch'Allah, dans le futur, il y aura ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci bien. Inch'Allah. Donc, Si on il y a peut encore garder votre contact, si vous il y a pas de permettez de me problème. Je laisser peux votre vous contact. laisser. Voilà. Oui, et que après, Peut-être je la finirai dernière avec. question, on peut la laisser pour plus tard, pour côté combien ça coûte un mètre carré, par exemple, tout avec les installations, etc. Ça, c'est une question qui m'a été posée quand on est parti à droite par les femmes rurales, donc qui sont intéressées par l'installation de panneaux. Donc, combien ça coûte? Est-ce qu'il y a plusieurs
provider, etc. On pourra en discuter peut-être plus tard. Il n'y a pas de problème. Monsieur Mirabet, après, il peut vous donner mes contacts, il n'y a pas de problème. Même je peux vous les laisser ici, il n'y a aucun. Merci beaucoup pour votre présentation, Texa. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, Bonsoir, oui. voilà, je ne sais pas si c'est mon tour. J'espère que je n'ai pas brûlé la... Oui, oui, c'est votre tour. Vous êtes en troisième. Merci, Sarah, madame. Donc, en fait, ma question, c'était est-ce que... Vous pouvez présenter, s'il vous plaît. Ah, je m'appelle Hadj Brouja. Je m'intéresse à ça, et notamment dans le domaine industriel. Donc, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, ça peut remplacer l'installation électrique classique pour les industriels? J'ai vu que vous avez donné un exemple sur une installation de 1,8 MW de puissance. Donc, est-ce qu'on peut faire tourner une usine avec ça? Et la question, elle est un petit peu liée au problème du solaire, c'est un petit peu le problème d'intermittence. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs de stockage? Vous avez parlé de batteries et d'onduleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'avoir suffisamment de stockage pour faire tourner une industrie? Je vous remercie pour votre question. Donc, votre première question était, est-ce qu'on peut faire marcher avec 1,8 MW, avec une puissance pareille d'une centrale, est-ce qu'on peut faire marcher une usine? Donc, pour vous répondre, d'abord, il faudrait savoir quelle est la charge, load, c'est-à-dire le bilan énergétique de votre usine. Donc, ça dépend. Et non, c'est-à-dire une usine qui a besoin, théoriquement, de 1,8 MW. Oui, mais bien sûr, Demande- vous voulez dire, est-ce que cette puissance, elle peut faire marcher une usine? C'est ça. Une usine, imaginons qu'on a une usine qui a besoin qui a une capacité installée de 1,8 MW. Oui, bien Qui sûr, tourne, parce que qui est raccordé au réseau. l'énergie. Maintenant, si on a une installation photovoltaïque qui Allô? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Ah, je ne sais pas, connexion. Vous donnez la parole au prochain, madame. Je ne sais pas, il y avait une rupture dans la ligne. Est-ce que vous m'écoutez? Sinon, on passe à Ah non, je peux lui répondre. Il m'a posé la question sur les batteries avec un système connecté au réseau. C'est bien ça la question. Oui, pardon, j'ai une petite déconnexion, donc je n'ai pas écouté votre réponse, votre première réponse. Mais par rapport, justement, c'était pour voir s'il y a des dispositifs de stockage, notamment Bien sûr, les il y a des batteries, qui permettent batteries. À l'étranger, par exemple, dans les pays asiatiques, il n'y a pas une centrale photovoltaïque connectée au réseau sans faire intervenir les batteries. Parce que les batteries, dans ce cas, elles vont stabiliser le réseau. C'est-à-dire, elles vont... Dans les moments où il y a beaucoup de consommation... Pardon? Je parle d'une centrale non connectée au réseau. Oui, dans le cas où votre centrale elle est off-grid, c'est-à-dire elle est autonome, il faudrait ajouter des batteries parce qu'il y a le problème de l'intermittence. Tous les systèmes autonomes doivent impérativement avoir des batteries. Vous voulez savoir la technologie des batteries qu'on doit utiliser? Par exemple, la technologie des batteries. Et est-ce que économiquement, c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que c'est une pratique? Généralement, les batteries, généralement, c'est des batteries au plan acide. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'une centrale photovoltaïque d'une grande puissance,
le coût des batteries au plan acide, il sera, comment dirais-je, il sera favorisé. Il y a normalement la meilleure technologie, c'est le lithium. Mais ça, le lithium, ça dépend. Si c'est une centrale, les Jayaf, le sud d'Algérie, le lithium, ça ne sera pas favorisé parce que il y a l'ennemi de la batterie au lithium, c'est la température. Dans ce cas, il y a le plan acide, mais il faut choisir la technologie à électrolyte gélifié parce que à électrolyte gélifié, c'est mieux. En plus, par rapport au coût des batteries, c'est vrai que les batteries, parce que c'est le dispositif le plus faible dans la chaîne photovoltaïque, parce que normalement, une batterie, les 5 ans, généralement, après 2 ans, 3 ans, elle sera confisquée. Dans ce cas, on doit la remplacer. Mais avec les nouvelles recherches qui se passent en Algérie, il y a des gens qui travaillent sur la régénération des batteries. Donc, si par exemple la batterie elle est arrivée à son fin de cycle, il y a des mécanismes et des techniques, par exemple des impulsions électriques qui seront injectées dans les batteries pour leur donner une deuxième vie. Dans ce cas, le facteur économique de la chaîne, il sera positif. Par exemple, après 3 ans, on va régénérer la batterie. Les traders en cours 2 ans ou 3 ans, ça sera bénéfique, surtout par rapport aux batteries au plan acide. Donc, c'était ça. Donc, c'est ça la Parfait. solution que je. يعطيك الصحة. J'ai une petite question J'espère que rapide j'ai si... répondu. Parfaitement. يعطيك الصحة, Il y madame. a, Et une petite question Bien. rapidement si il y a, je peux me non, permettre. il y a d'autres qui sont en train d'attendre. Ah, ok. Ça, on s'excuse. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci. Vous pouvez laisser en commentaire et Exactement. vous Après, je vais répondre vous par écrit répondre. par la suite. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, Barouch, à vous la parole, si vous êtes là. Salam alaikum. Merci madame pour la présentation. Merci les membres de l'association. Et pardon, je répondais le monsieur qui a le stockage commercial et industriel. Donc les solutions, elles existent parce que il y a des différentes choses. Il faut définir les choses. La première des choses, il y a l'hybride de résidentiel, l'hybride de commercial et industriel et l'hybride de utility. Donc ça parle de la part de commercial et industriel. Bien sûr, il existe des solutions. Les solutions, ce sont des ondulaires hybrides avec un level UPS et plus de ça avec une extension pour ajouter les batteries. Les batteries, ce sont des batteries lithium à high voltage, donc haute tension. On ne trouve pas les batteries de 48 volts, donc c'est des batteries de 600 volts, de 400 jusqu'à 600 volts. Et ce sont des solutions avec une garantie des batteries de performance de 10 ans et pour les ondulaires, bien sûr, jusqu'à 25 ans. Donc ça me répond. Donc, pour votre usine, il faut définir est-ce que la consommation totale, c'est 1 MW ou c'est une consommation instantanée ou journalière. Et après, il faut ajouter aussi, il faut calculer parce qu'on a besoin de charger des batteries avec une capacité de 1 MW si c'est un load. Et il faut voir le night time ou le temps de la nuit. Est-ce qu'on consomme 1 MW durant l'usine est fermée. Donc, il y a des scénarios. Plus de ça, tout à fait normal, il y a des systèmes qui sont connectés au réseau. Et ces scénarios connectés au réseau, plus les batteries. Donc, le réseau, la priorité, c'est du solaire. Le solaire va charger les batteries et donner le load pour la charge électrique. Et après, il y a un manque. La charge électrique, ça absorbé l'électricité par des batteries qui est installée. Et en cas de besoin, le grid ou le réseau électrique va charger les batteries et donner l'électricité vers la charge électrique. Donc, c'est un scénario qui est... et ce sont des installations qui, par exemple, en Europe et dans le Golfe, il existe. Et
Les batteries, maintenant, c'est des batteries lithium de phosphate de high voltage. Il est différent des batteries normales. Donc, c'est ça c'est la réponse. Et si tu as besoin de plus d'informations, je t'aide sur votre installation. En côté de votre présentation, madame, donc j'ai vu que l'étude qui simulée sur le PV6, il est basé sur des panneaux solaires de 460 watts. Donc, ce que je dis, c'est il faut séparer entre les stations solaires et les installations résidentielles. Pour les stations solaires, maintenant, il existe des panneaux plus grands de 450 jusqu'à 700 watts et des panneaux de TOPCon au N-Type, donc avec une efficacité de à peu près de 24%. Et bien sûr, ce sont des modèles, si on parle de grade A, ça veut dire de classe A, ce sont des modèles avec une protection et certification et tout à fait normal et différent. Donc, et si on a généré ou simulé cette scénario sur des modèles avec des performances, ou les derniers modèles avec ces performances, on va trouver une grande différence. Une autre chose qu'il faut mentionner que pour augmenter et optimiser les stations solaires, il faut ajouter le tracker solaire ou le suivi solaire. C'est important. Et j'ai autre proposition. En Algérie, on a plusieurs fautes. La première faute, c'est on n'est pas un grid code sur le réseau algérien. On n'a pas une certification pour le matériel. Donc, le produit chinois, c'est pas tout mal, mais le problème, c'est à nos importateurs, les importateurs qui viennent de prendre n'importe quel produit. Donc, il faut le filtrer, il faut, avant de ça, il faut avoir un grid code, il faut avoir une homologation de produits par l'État et après, on va voir on va voir les performances, on va voir une optimisation des installations, on va voir des installations réelles et surtout, on va étudier l'injection au réseau. Ça sera un plus. Pour les stations, il y a aussi des losses, Les pertes. les pertes, oui, les pertes qui sur le câble, les boîtes de protection et aussi les ondulaires parce que les ondulaires, il y a une consommation interne, il y a des pièces électroniques, il y a des systèmes de surveillance et ça aussi, ce sont des pertes qu'il faut étudier, il faut étudier les performances. Et merci beaucoup. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Oui, malheureusement, en Algérie, il n'y a pas un code pour le grid. Souhaitons qu'on aura ça dans le futur. Il existe seulement que pour la recherche. Je connais des chercheurs qui travaillent sur ça, mais c'est toujours la théorie. Pratiquement, ce n'est pas encore appliqué. Malheureusement. Monsieur Mirabet, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a il peut poser la question. Si vous me permettez une question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État aide les particuliers ou les professionnels qui souhaitent faire des installations solaires? Est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide comme ça se fait dans d'autres pays? Je pense que les aides d'État sont orientées beaucoup plus vers le secteur d'agriculture, d'après les connaissances que j'ai. Et pour le secteur comme ça, le secteur photovoltaïque individuellement, je pense pas. D'accord, d'accord. Bonjour. Je pense, Mazel, pour le moment, d'autant plus qu'aujourd'hui,
les installations sans le gaz ne permet pas Oui. de réinjecter le surplus qu'on a produit via photovoltaïque. Exactement. Oui, oui, oui. C'est toujours limité en Algérie. Si on peut Aboubacar, comparer en Tunisie, c'est vraiment... Oui, effectivement. Déjà, pour les Aboubacar, installations, c'est à limité. vous. Alors là, pour les aides. Oui, oui. Pour l'anecdote, j'ai visité une usine qui est connue, enfin je vais taire le nom, qui a des centrales de cogénération, qui a des centrales à gaz pour les besoins de son usine. Et il a tout le temps un surplus. Et en fait, les lumières l'éclairage du site reste allumé H24 pour consommer un peu le surplus qui est produit, parce qu'il ne peut pas mettre le surplus qu'il produit dans le grid ou le revendre à d'autres industriels. Il y a Sadiq, s'il veut intervenir. Sadiq, Oui, bonjour. bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Présentez-vous, Aboubacar Sadiq. d'abord, hein. Aboubacar d'abord, après Sader. Ah, attends. Ah. Bonjour, Sahaf Tokom. Merci. Je me présente, je me présente, c'est Sadiq Jiddi, Boubacar Sadiq Jiddi de Mostaganem, spécialiste en énergie renouvelable et hydrogène. Je suis consultant avec la société allemande Angotech, GmbH. Donc, donc, c'est une société qui intervient dans l'étude de l'installation dans plusieurs projets en Allemagne. Elle a fait des projets donc d'installation au sein de la Bundestag, la banque fédérale allemande, et plusieurs projets en Allemagne, à Stuttgart et à Munich. Je suis membre de l'association au niveau de Mostaganem. Tout d'abord, je vous remercie, docteur Degla, pour cette intervention, cette riche thématique. Je remercie aussi M. Mirabat et M. Sidalé pour l'organisation de ces webinaires. Et aussi les intervenants, je les remercie. Pour les conditions STC, ils vous ont posé la question, l'impact de l'environnement, donc sur les centrales solaires. Il y a un impact de l'environnement sur les centrales solaires, il y a un impact des centrales solaires sur l'environnement, donc l'espace environnant. Il y a des chercheurs chinois qui ont publié une étude. Ils ont constaté que les centrales solaires ils ont un impact, ils peuvent augmenter la pluviométrie dans l'espace riverain. Pour la problématique de la salissure, donc il y a une technologie USA préconisée par le MIT. Grâce aux électrodes, ils peuvent donc repousser donc la poussière des sables. Il y a aussi des chercheurs allemands qui font donc par l'étude des reptiles et poissons de sable dans le Sahara et le désert. Ils ont fait une innovation qui repousse par des matériaux, des vers repoussant donc des poussières, et ça peut économiser des millions de mètres cubes d'eau qui sont maintenant dans le monde entier, donc qui sert au nettoyage des panneaux solaires dans les centrales. Pour la question des dispositifs de stockage, moi je vois que les dispositifs de stockage, c'est mieux avec l'hydrogène et surtout avec l'excédent des centrales solaires qui sont injectés donc au réseau. Et je vous remercie. Je vous remercie, monsieur, pour votre intervention.
Juste par rapport à la relation entre, c'est-à-dire les centrales photovoltaïques, vous avez dit qu'ils vont faire augmenter la température environnante. Est-ce que vous avez, par exemple, entre les mains, une donnée comme ça bien claire ou un pourcentage par rapport à ça? Madame Docteur Degla, c'est une étude chinoise qui montre qu'il augmente la pluviométrie dans l'espace environnant. Environnement. Oui. D'accord. C'est une étude chinoise récente par une équipe de chercheurs chinois. Je vous remercie. D'accord. Merci, monsieur, je vous remercie. Bon, merci aussi, merci. Merci. Monsieur Merabet, est-ce qu'il y a d'autres questions? Yacine Der, puis Non, c'est Damoujabi pas en Siddiq. clôture. Abou Bakr, non? رشيد علي صحفتكم صحفتكم. صحف طارق, monsieur. Juste pour précision que le réseau électrique du sud algérien n'est pas connecté au réseau national. Donc peut-être ça poserait un problème d'évacuation d'énergie ou d'utilisation d'excédents d'énergie par rapport aux autres régions du pays. Ça, c'est de 1. Par rapport au programme de raccordement ou le soutien de l'État pour le raccordement des foyers électriques, je crois savoir qu'il y a un programme qui est en train de se préparer via le ministère de l'Environnement. Avec l'intérieur, ils ont saisi l'ensemble des wilayas pour identifier les besoins sur les sites épars ou les sites isolés. Donc, ils ont un programme dans le cadre de la loi de finances 2024. Donc, peut-être ça va se concrétiser vers le deuxième semestre de l'année. Ils sont en train de préparer, d'identifier le besoin. Par rapport au sud algérien, je crois que l'utilité des énergies renouvelables serait plus indiquée, surtout pour les exploitations agricoles, en vue de la distance qui sépare les unes des autres. Et puis le besoin en termes d'investissement dans le sud, c'est pratiquement à 99%. Donc, Sonargaz, les clients moyenne tension dans le sud, c'est pratiquement tous des exploitations agricoles, vu la politique de l'État qui se tourne vers les cultures stratégiques dans le sud algérien par rapport à la disponibilité du foncier et la disponibilité de la ressource hydrique dans le sud plutôt que dans le nord algérien. Donc, je crois que le soutien doit se pencher vers ce secteur de l'agriculture qui est porteur dans le sud algérien. Voilà ma contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Espérons, Inch'Allah, dans le deuxième semestre, que l'expansion sera encore plus importante par rapport aux énergies renouvelables, même pour les régions du Sud. C'est vrai que l'agriculture, l'État, elle encourage beaucoup le secteur de l'agriculture, surtout par rapport dans les régions du Sud, comme par exemple le pompage photovoltaïque. Et justement, pour essayer de diminuer un peu tout ce qui est diesel, voilà. Des pompes, ça marche, je pense, avec le diesel. Voilà, exactement. Les pompes, donc, ce qui fait que c'est bien de diminuer ta consommation. Oui, effectivement, pratiquement le gros des exploitations agricoles, ça fonctionne avec des groupes électrogènes, mais il y a la politique aussi de l'électrification des exploitations agricoles via le réseau conventionnel, ce qui coûte extrêmement cher. Cher, c'est ça, oui. Il y a par rapport aux distances. Aussi, si on tient compte que le réseau du Sud il est isolé du réseau national interconnecté. Donc, du coup, la disponibilité de l'énergie n'est pas tout à fait assurée, surtout pour l'ensemble des exploitations agricoles.
Et puis, il y a un projet qui est entamé par la Sonagaz. C'est un projet de raccordement du sud algérien c'est un projet qui est estimé à 1 milliard de dollars qui est en train de se réaliser. C'est 136 milliards de dinars qui est inscrit, qui est en train de se réaliser. Mais il doit être accompagné par la mobilisation aussi de la ressource renouvelable qui est abondante au niveau du sud algérien. يعطيك الصحة صديقة. Merci pour Merci ces beaucoup informations. pour l'information. Merci beaucoup pour l'information, monsieur. Sadiq, c'est un des membres de notre association, hein, ceux qui ne le connaissent pas. C'est un membre fondateur aussi. Ouais, je suis directeur de l'énergie à Temimoun, donc je travaille, ça fait 3 ans, un peu plus de 2 ans dans le sud. Donc voilà, donc on accompagne le secteur de l'agriculture et puis aussi le secteur de l'énergie et surtout la prise en charge des besoins énergétiques des citoyens et des investisseurs dans le sud, notamment la wilaya de Temimoun et Adrar et les environs. Merci beaucoup, monsieur, pour vos informations. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions C'est bon. Avant de clôturer. Il y a Zemouli. Il y a Zemouli. Zemouli, مرحبا. Bonjour tout le monde. Monsieur Zemouli Zoubir, je suis membre de l'association. Je voudrais apporter une petite précision et répondre à monsieur Siddiq que le réseau électrique sud et le nord sont interconnectés entre eux par des lignes 400 kV et 200 kV, 220 kV, et ça c'est pratiquement depuis les années 90. Donc il n'y a pas de séparation entre les réseaux. Non, monsieur. Non. Il y a le réseau PIAT, c'est un pôle isolé. Il y a un projet de 1 milliard de dollars qui est inscrit. C'est une ligne de 400 kV qui va venir de Hassirmel et raccorder la région du sud-ouest. Ils ne sont pas connectés. Moi je parle du réseau du conventionnel. Je ne parle pas du réseau. Donc le réseau électrique sont interconnectés entre eux par des lignes 400 kV et 220 kV. Si, monsieur. Non. Là. Non. Moi, je suis un ancien pardon, je suis un ancien de Sonelgaz. J'ai 32 ans de service. Je suis à la retraite et j'étais cadre supérieur à GRTE. Donc, c'est la gestion et l'exploitation du réseau de transport. Et je suis certain de ce que je suis en train d'avancer. Non, il y a oui. Vous m'excusez, il y a le pôle PIAT, c'est le pôle Ain Salah Temimoun Adrar qui n'est pas raccordé au réseau national. Il y a la région de Mnia qui n'est pas raccordée au réseau national. D'accord. Donc, c'est voilà. pas tout le réseau. Il y a un projet qui est inscrit. Je crois que si vous suivez l'info, il y a un projet qui est inscrit. C'est pour le raccordement il a fait l'objet d'une réunion du PDG Group il y a 2-3 jours par rapport à l'avancement. Il y a même le ministre de l'énergie il y a 1 mois qui a posé la première pierre des postes 400 au niveau de l'UNEA, et il y a aussi la région d'Adrar qui va être raccordée via le projet par 2 lignes 400. Je suis d'accord avec vous. Je parle de ça en fait. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais si on prend le côté sud-est, Hassim Saoud, c'est interconnecté. Oui, Hassim Saoud, effectivement. Moi, je parle du réseau sud. C'était même des instructions des hautes autorités du pays par rapport au développement de la filière blé et maïs. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, oui. Voilà, je parle de ça, effectivement. Merci, je vous en prie. Merci.
Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. D'accord, même pour les gens qui ont posé des questions sur les commentaires, après je vais répondre. Voilà. Donc, merci infiniment pour cette présentation très enrichissante. Ça nous permet d'avoir une vision assez détaillée sur la performance des photovoltaïques. Il n'y a pas de quoi, Monsieur Miravet. Je vais juste rajouter un point. Oui, j'aimerais parler de la problématique aujourd'hui des passations de marché. C'est-à-dire, on fait des appels d'offres et on fait sélectionner les maisons. Cela peut aussi impacter la performance des photovoltaïques, puisque moins on part sur des panneaux moins à faible rendement pour gagner en termes de prix et arracher le marché. Cela aussi peut être un inconvénient dans la performance de la photovoltaïque. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on clôture le webinaire. Merci, Monsieur Miravet, pour votre contribution pour la réussite des webinaires en ce mois sacré. Je vous remercie vivement pour tous les efforts Merci que à vous. vous faites. Il n'y a pas de problème. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que les webinaires ils sont là. C'est notre devoir envers l'association. Inch'Allah, il y aura d'autres webinaires dans le futur. Il y aura beaucoup de webinaires. Inch'Allah, on va programmer pour juste après Ramadan. Voilà, monsieur Oui, c'est Ramadan. vers midi. Il y a beaucoup de sujets à Après, aborder. des débats. Exactement. Il y a beaucoup de sujets à On essaie de aborder, créer des surtout dans le débats. côté technique. Sur Ouais, le côté techniques, technique et recherche, il y a beaucoup de sujets à aborder. stratégiques. Voilà. Si vous permettez, Yassine, Oui. après le mois de Ramadan, Inch'Allah, on aura une assemblée générale. J'espère qu'on va regrouper tous les membres, que ce soit les membres fondateurs, que ce soit les adhérents de notre association, et ça sera l'occasion de se connaître et en même temps de discuter de tout ce qui se passe au niveau de l'association. S'il y a aussi des propositions de la part des membres et sur le plan concernant le plan d'action 2024. Donc voilà, ce sera une opportunité pour tout le monde pour qu'on puisse discuter ensemble et avancer avec notre sur la problématique de l'énergie en Algérie. Et enfin, j'aimerais bien, au nom de tous les membres de l'association, remercier Madame Dr Aïcha Degla pour cette très belle présentation. Ça sera c'est mon devoir. Ça sera et tous on est assujettis à ce devoir-là. Donc, ce qui fait que Blamzia, notre association elle contribue pour l'intérêt de notre pays. Hein. C'est vrai. Je vous remercie aussi, monsieur, pour les efforts que vous faites pour la réussite de l'association, ainsi que les efforts des autres membres, que ce soit des membres fondateurs ou les adhérents. Et c'est une très bonne initiative. Une association pareille, elle permet la formation, elle permet l'échange scientifique, elle permet beaucoup de bonnes choses par rapport aux gens qui travaillent et qui sont inclus dans les énergies renouvelables. Je vous remercie vivement pour cette initiative, Monsieur Hesni, et pour tous les membres. Et vous aussi, c'est notre mission dans notre association, donc Blamzia. Voilà, yatek saha à tous les participants qui ont participé aujourd'hui dans ce webinaire.
نقولوا pour la prochaine webinaire, ce sera وقتها ياسين. Jeudi, Inch'Allah. Oui. C'est qui Madame qui Boujabi. va Madame Boujabi. Amal Justement, Boujabi. Madame Boujabi voulait intervenir, peut-être elle est partie. Bon, Elle est partie. ok. Elle est partie. Donc, إلى اللقاء. صحوركم وعلى البروشين إن شاء الله. Jeudi. صحة سحور. Monsieur Merabet. Allez, au revoir. Merci. Allez, au revoir. Sans oublier, oui, sans oublier Madame. J'ai oublié son nom. Yacine. Califère. Oui. J'ai oublié le nom. Celle qui est en train d'enregistrer. Madame Barley aussi, il faut la remercier, Ténic, pour tous les efforts qu'elle est en train de faire avec nous dans notre association. Ok, donc il a liqa. Merci beaucoup, Sahar. Au revoir. Allez, au revoir.